Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Café Mauriac pour un nouveau podcast, un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'on va essayer de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et donner peut-être nos perspectives pour 2024. Bonjour Axel. Bonjour Dimitri. Alors peut-être commençons par parler donc de ce qui nous a marqué en 2023. Ce qui a été le plus important, c'est évidemment les tensions communautaires de plus en plus fortes, il me semble, qui sont en France, et qui, pour une fois, au-delà de juste se transposer dans des sondages d'opinion, se matérialisent vraiment physiquement par des actes de violence, ou en tout cas des velléités de violence affichées. Il y a une séquence à partir des émeutes de juin jusqu'à Crépol. Exactement. Qui a été assez médiatisée, donc qui peut se traduire dans le champ politique, même si c'est jamais assez à notre goût. Exactement. Et d'ailleurs, on ne reproche pas, c'est un argument récurrent, mais systématiquement, lorsqu'il y a une forme d'émotion effectivement dans le camp de la gauche, mais qui n'est pas issue, on va dire, de groupes ostensiblement politisés, alors la réaction émotionnelle est légitime, en l'occurrence pour la mort de Naël, alors que lorsque la mort, comme c'était le cas évidemment avec Thomas à Crépol, là la réaction, parce qu'elle est conscientisée, n'est pas justifiée, et ce deux poids deux mesures est en train de céder, puisque l'opinion ne suit plus du tout à ce niveau-là. Absolument, et c'est ce qui est important d'ailleurs, la traduction, puisque l'émotion ne relève pas vraiment de la politique. Ce qui est important, c'est qu'ensuite ça se traduise au moins en opinion, sinon en choix électoraux. D'ailleurs, c'est d'autant plus surprenant, je trouve, que ce soit le camp de la raison, enfin surprenant, ironique plutôt, que ce soit le camp de la raison qui justifie de l'ignoble récupération politique, alors que justement nous faisons l'effort de matérialiser notre émotion par des discours, plutôt que de les retranscrire en actes, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays, ou comme justement, du fait de cette désespérance, ça a pu se traduire en actes à Romans-sur-Isère il y a quelques mois. On peut se dire aussi que c'est plus récent, mais la vague récente de cambriolage de célébrités montre aussi que toute la France est touchée par ces événements, enfin par la situation dramatique à laquelle on est arrivé. Là aussi, on peut, on est optimiste, mais on peut penser à ce que ça touche les élites, ce qui est toujours un sujet important quand même. La politique est toujours le fait des élites. Oui, il n'y a pas cette... l'analyse était très pertinente à propos, tu sais, du meeting de Europe Écologie Les Verts qui paraissait complètement en décalage vis-à-vis du climat actuel, celui où effectivement ils avaient, je ne sais plus comment ils appelaient cette danse positive auquel ils sont tous livrés en meeting, qui, pourquoi pas, peut être sympathique, même si politiquement c'est pas très intelligent, mais ce qui montre bien quand même le décalage entre le discours porté en empreinte gravité lorsqu'il s'agit de décrire la réalité sociale, et qui en réalité ne touche absolument pas les classes aisées qui sont les classes de ces partis politiques. On a le sentiment d'une déconnexion totale entre le champ médiatique et la réalité de la société française. Qui est d'ailleurs un divorce assez ancien. Ça remonte à Christopher Lasch. Voilà, mais ça se matérialise de plus en plus et c'est de plus en plus insupportable. C'est surtout la question d'urgence en fait qui est cristallisée, parce que on ressent automatiquement l'intention du oui, il nous faut agir, il nous faut décomposer par étapes, ça va s'améliorer, alors qu'il y a évidemment un impératif d'immédiateté dans tous les problèmes qui sont décrits. Qui a d'ailleurs forcé le gouvernement à prendre des mesures, enfin ou pas d'ailleurs, avec cette loi immigration qu'on avait évoquée avant qu'elle soit évoquée dans un épisode de septembre ou d'octobre. Le combat était essentiellement de communication. Après, évidemment, il y a quand même des freins technocratiques en France qui existent bel et bien, et il semble effectivement que par la simplification des procédures, ça ait au moins un impact sur le traitement des demandes. La loi a au moins été utile dans ce qu'elle a montré aussi. Là, on continue sur notre sujet du divorce entre les élites et
et le peuple sur la réaction absolument absurde d'une partie de la classe politique avec des départements, plusieurs dizaines de départements par exemple, qui déclarent faire sécession et ne pas appliquer la loi. L'intégralité des pour une loi qui est une loi socialistes. modérée et qui serait passée pour une loi peut-être de gauche dans les années 80. Ce qui montre bien Puisque qu'il y a Mitterrand, radicalisation des deux côtés. Mitterrand, par exemple, dans le débat avec Chirac, parle de mettre fin à l'immigration illégale, par exemple. Ce que la loi, d'ailleurs, ne dit pas. La loi a surtout concerné les secteurs en tension et la garantie d'avoir un afflux suffisant de main-d'œuvre. Ouais. On a encore vu très récemment une tribune de célébrités contre la loi et des manifestations s'annoncent. Ouais. On a aussi eu une tribune de une vaste partie des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur qui s'opposaient pour des raisons parce qu'effectivement avoir des étrangers apporterait une richesse intellectuelle et culturelle. Oui, avec le fameux sujet des étudiants étrangers. Oui. Qui est aussi un sujet important sur lequel on ne parle pas assez parce qu'on se concentre souvent sur l'immigration illégale et peut-être pour nous la question du regroupement familial, mais enfin les étudiants étrangers, c'est un contingent très très important. Parce que spontanément, dans notre esprit, la violence ne va pas venir d'un étudiant, peut-être. Parce que le terme étudiant en lui-même n'est pas évocateur de violence. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Simplement, les chiffres montrent que les étudiants étrangers, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, sont très majoritairement dans l'échec. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 70% des étudiants étrangers n'arrivent pas à passer la licence. Donc c'est évidemment, pour le coup, peut-être moins une question de sécurité que de dépenses économiques inconsidérées. Tout à fait. Enfin, tout de même, généralement, surtout lorsqu'on est étudiant, l'échec se transcrit dans la précarité. Et si d'autant plus vous êtes étudiant et donc que vous avez accès à des cercles de sociabilité moins importants, structurellement, c'est plus facile de tomber dans la violence. C'est pas forcément la population dans le flux des migrants. C'est pas forcément dans cette population-là qu'on retrouvera le plus d'insécurité. Mais oui. Et puis encore plus récemment, avec la polémique sur le Crous de Bordeaux, qui favorise qui assume discriminer positivement les étudiants étrangers, alors qu'on sait à quel point Bordeaux est une ville dans laquelle le parc immobilier est saturé pour les étudiants. Et là aussi, on arrive d'ailleurs, ça va peut-être nous permettre de passer au sujet suivant, on a vu aussi une victoire médiatique sur cette affaire du Crous de Bordeaux qui a réussi à s'imposer à l'échelle nationale. Tout à fait. Sur pression notamment des syndicats étudiants. Oui, l'Uni et la Cocarde, effectivement, qui ont toutes deux médiatisé l'affaire dans les journaux nationaux. Et globalement, toute l'année 2023, pour le camp national de manière générale, et plus encore sûrement pour le Rassemblement national, a été une maîtrise exemplaire, je crois, de l'agenda médiatique. Et un comportement qui, justement, visait à crédibiliser chacune de nos prétentions politiques et de notre potentielle accession au pouvoir dans les années à venir. Oui, on est toujours sur cette logique plus tellement de la dédiabolisation, mais de la normalisation de l'idée du parti de gouvernement, qui a commencé d'ailleurs avec la réforme des retraites, qui était le mois de janvier, où le Rassemblement national a été, sinon offensif, au moins malin, sur les questions des motions de censure, et s'est montré le camp le moins dogmatique, le plus républicain, si on peut entendre de républicain dans ce qu'il y a de positif. Et ensuite, effectivement, le parti a relativement réussi à s'emparer des questions importantes. Oui, et il est évident que les querelles sectaires, ou en tout cas les logiques politiques de voter avec quelqu'un, c'est lui donner une légitimité indirecte, sont des sujets qui sont complètement obscurs et déconnectés de la réalité pour l'immense majorité des citoyens. Donc évidemment, ça paye pour le Rassemblement national. Mais, et je pense que c'est aussi ce qu'on essaie un peu tous de faire, et de plus en plus d'initiatives fleurissent en ce sens-là, mais du fait de la crédibilité de l'hypothèse de notre accession au pouvoir, vient l'urgence aussi de préparer cette accession et de lui donner des bases solides pour justement qu'elle ne se perde pas en des errements qui n'en feraient qu'un non-événement et une parenthèse historique.
En l'occurrence, c'est quelque part l'incertitude et l'inquiétude qui naît avec la dédiabilisation puis la normalisation dont on parle du Rassemblement national, qui est du est-ce que se normaliser, ce n'est pas aussi se trahir? Et donc, pour ne pas se trahir, il faut avoir un certain nombre d'instances en dehors de la politique politicienne qui servent de garde-fous, de temple quelque part, au même titre que le camp adverse, de nos idées, de nos structures intellectuelles, de nos structures sociales. Et pour ça, il faut s'emparer évidemment du monde universitaire, ou au moins exister dedans. Il faut avoir une existence médiatique, et il faut mailler le territoire en profondeur ainsi que les associations. Et ce travail, il est encore loin d'être suffisant, je crois. Oui, justement, aussi en parallèle de la sphère, disons, électorale, on a aussi vu cette année, en revanche, un durcissement de la politique de lutte contre les associations, on va dire de ce qu'on appelle dans le langage macronien le séparatisme, qui est un mot assez terrible et assez représentatif du en même temps, parce que on vous vend le séparatisme comme lutte évidemment contre l'islamisme, qui serait en plus un proxy de la lutte contre l'immigration, avec à chaque étape on perd en substance quand même. Mais en réalité cette lutte contre le séparatisme, je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé, c'est évidemment la lutte contre le séparatisme anti-républicain, c'est-à-dire l'ultra-droite, puisque ça a été peut-être le terme de cette année. Et l'ultra-gauche aussi dans une et l'ultra-gauche aussi, oui, avec quand même la différence que pour ce qui concerne les dissolutions, le Conseil constitutionnel se montre plus favorable aux associations d'extrême gauche en dernier ressort qu'aux associations d'extrême droite. Il suspend les dissolutions, ce qui n'arrive pas pour, je ne sais plus quels étaient les cas, Civitas, Academia Christiana. Mais il y a recours quand même pour Academia Christiana, ce n'est pas joué encore. Oui, ce qui serait, pour le coup, ce serait un précédent assez grave que la dissolution aboutisse. Oui, parce que matériellement, mais là, il n'y a pas d'élément. Ah oui. C'est vraiment c'est du purement arbitraire. Ouais. Purement arbitraire. Et ce qui, en termes même d'organisation, paraît assez étrange, parce que au même titre que la galaxie de l'extrême droite, pour reprendre la terminologie adverse, se densifie, devient de plus en plus importante, regroupe de plus en plus de gens, même si pour l'ultra-droite, c'est pas tant de monde que ça, 3000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, peut-être un peu plus en réalité. Généralement, ce genre de structure existent, ou en tout cas ont une prétention à la violence pour exister, lorsque justement leur combat politique n'est pas entendu dans les urnes. Alors que là, on a quand même une superposition des deux, chose qui peut paraître surprenante, et qui, moi, me donne espoir quelque part que nous soyons capables à terme de recréer des structures sociales comme c'était le cas au début du XXe siècle, avec des grands partis de masse qui s'occupent aussi de la vie culturelle, qui sont capables d'encadrer de grosses franges de la population et donc de s'imposer sur le temps long, et c'est ce qu'il nous faut réussir à faire. Sur le modèle du Parti communiste. Exactement. Qui a été une école de pensée pour les ouvriers notamment. Et ce qui explique aussi que le gouvernement, ou le régime d'ailleurs, soit aussi dur avec ces associations. Rien ne vous sera épargné, vous n'avez pas le droit de vous écarter, et d'autant plus que dans la situation actuelle est vraiment propice à la dépression et à la folie, d'autant plus que se rajoutent évidemment les questions d'inflation, de pouvoir d'achat qui se réduit. Tout échappatoire est condamné. Il y a un rôle quand même des partis politiques vis-à-vis de ces associations qui évidemment n'ont pas envie de se salir les mains, et je rappelle quand même que la position du Rassemblement national et spécifiquement tout de même de Jordan Bardella à cet égard, ça a été il a fallu du temps pour lui faire cracher le morceau en interview, mais ça a été il nous faut dissoudre les groupuscules violents ou potentiellement violents, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ce terme qualifie, doivent être dissous, qu'ils soient de gauche comme de droite. Et je pense que justement pour créer ces solidarités,
à minima, ne pas condamner ce genre de choses serait le minimum à faire. Je crois que c'est déjà ce qu'avait dit Marine Le Pen dans de précédentes dissolutions, et c'est tout à fait dommage, d'autant plus que LFI, par exemple, ne s'embarrasse pas du tout de se présenter avec des groupes antifa, comme la Jeune Garde à Lyon, des groupes qui, eux, sont autrement plus violents que les 3/4 des groupes de droite. Complètement. Là, il y a aussi un travail à faire de notre côté. Peut-être aussi, bon, pour mettre une nuance au portrait du RN, dont on a dit plutôt du bien, j'ai quand même remarqué, moi aussi, une coexistence de plusieurs lignes au RN, c'est pas toujours évident. Hein. La parole médiatique est parfois un peu diffuse, d'autant plus que Marine Le Pen est assez peu présente. Hein. C'est sa stratégie aussi, Oui. en dire le moins pour... Mais je ne sais pas à quel point elle cadre les expressions du parti. J'ai l'impression que ces lieutenants, quand même, font très attention à... Évidemment, il y a des ratés, hein, mais ces ratés sont généralement pas sur les sujets importants du moment. J'ai pas vu, lorsqu'il s'agissait de traiter de l'inflation ou de la loi immigration, des députés faire un faux pas à ce moment-là. Je l'ai vu sur d'autres sujets où ils sont moins à l'aise, comme l'écologie. Et dire des énormités embêtantes même pour le plus gros des climato-sceptiques, mais bon, ça c'est un détail. Mais si, quand même, il me semble que Chenu, Laporte, tout ça font un travail pour les cadrer. Oui, effectivement. Est-ce que c'est suffisant en termes de cadre? Est-ce que le parti a suffisamment de cadres? C'est une question, c'est mieux qu'il y a quelques années en tout cas. Puis parfois, bon, je sais pas, ça c'est... L'avenir nous le dira, mais il faut voir aussi que ce qu'on a dit sur la dédiabolisation et la normalisation ne n'aille pas trop loin non plus. Ouais. Parce que j'ai entendu des choses parfois sur le conflit israélo-palestinien, parfois un peu excessives. Ouais. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Puis, ça fait lourd et ça fait pas sérieux. C'est difficile également sur plein de sujets, de déterminer qu'est-ce qui fait aujourd'hui la colonne vertébrale des députés du Rassemblement national. Est-ce que c'est juste le fait d'être contre l'immigration et d'avoir vaguement une appétence pour le social, ou en tout cas de l'être plus que des partis comme LR? Non, ça c'est une question qui reste à définir, d'autant plus que l'avenir du parti appartient à Bardella, et que d'ailleurs le duo est assez bien fait. Hein, le fait que Marine fasse monter Bardella tout en restant présente, c'est évidemment pour faire se chevaucher plusieurs électorats. Ouais. On va dire qu'elle représente une ligne plus traditionnelle, et lui peut-être lui dans la normalisation à fond. Tu trouves? Ah, plutôt, oui. Ah, j'avais l'impression que de mon côté, elle était plus une caution progressiste, alors que lui était peut-être un petit peu plus réac. Dans les formes d'expression, je suis d'accord, il est sur TikTok à fond, évidemment, il y a tout ça, mais derrière les messages véhiculés... Non, mais sur la Russie, par exemple, il est beaucoup plus... c'est lui qui a fait toutes les déclarations sur l'Ukraine, oui. etc., par exemple. Effectivement. Dans tous les cas, il joue plutôt pas trop mal cette volonté de réconciliation entre les vieux du type une femme française c'est une femme en mini-bikini et les cathos tradis. Ouais, voilà, ils parviennent malgré tout à réconcilier ces deux franges-là. Bon, de toute façon, la clarification idéologique, elle se fait en période électorale. Hein. C'est vrai. Donc ça se fera, peut-être pas cette année, mais plutôt dans 2026-2027. Ouais. On peut entretenir l'ambiguïté, et d'ailleurs on n'en sort qu'à son détriment, puisqu'on a bientôt fermé l'année 2023, oui. Quelle a été la grande affaire de la fin de l'année? Ah, l'affaire Depardieu. Ah oui. C'est dur d'être dans le commentaire de fait divers, évidemment, dans le fait divers, dans la mesure où il est ultra personnifié, comme c'est le cas avec Gérard Depardieu. Mais globalement, j'ai toujours du mal avec les réactions de la droite qui sont des réactions de bistrot la plupart du temps, et qui sont dans une défense qui est presque
On ne sait pas pourquoi ils se sentent obligés de défendre. Bah oui, c'est un peu ce que j'appelais la réaction, la vraie réaction, c'est-à-dire le fait de réagir en permanence et de se placer par rapport à l'adversaire, mais à l'envers, d'être le négatif de l'adversaire. Ça, c'est toujours dommageable. Après, moi, j'ai l'impression que cette affaire peut-être prend un peu trop d'ampleur, ce qui se comprend, on va dire, par le statut de Depardieu. Bien sûr. C'est vraiment vouloir achever la représentation de l'impunité. Qui est plein de choses à la fois, qui est, on va dire, l'image du cinéma français à l'international. Du bon vivant. Du bon vivant, mais alors ce qui est étonnant, c'est que Depardieu, au départ, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-dessus parce que, on va dire, le sinistrisme fait que la fenêtre se déplace vers la gauche, mais Depardieu, au départ, c'est pas du tout Gabin. Il est apparu dans les années 70 et il s'est fait connaître dans les films de Bertrand Blier, notamment Les Valseuses, qui étaient des films... le cinéma de Blier, c'est vraiment le cinéma post-68 art. Avec d'ailleurs un certain charme, puisque c'est Calmos, c'est des films comme ça, c'est Buffet froid qui est un grand film. Mais... et avec... ce que 68 peut, composer de liberté, parfois même de misogynie ou de réaction. De gauchisme au sens pur, au sens où vous devez jouir de votre liberté comme liberté absolue, indépendamment des situations. Ouais. Et d'ailleurs, ça donne les valseuses, c'est des histoires quasiment de viol à un moment. Après, ça donne Beau-père avec Devers, où là, c'est quasiment c'est pas l'apologie de l'inceste, mais enfin, c'est de l'inceste montré sans aucun jugement, ce qui en fait un film très gênant et qui est évidemment impossible à sortir aujourd'hui. Et puis donc Depardieu est passé de cette représentation du français d'après 68 un peu taré, un peu dingue. D'ailleurs, à mon avis, il est dingue depuis un peu toujours, je pense, Depardieu. Et il est arrivé aujourd'hui, on va dire, avec à représenter le français à l'ancienne, cancel par tout le monde. D'autant plus qu'il y a eu entre-temps l'épisode russe. Il représente peut-être juste sa génération de manière générale et la mentalité de sa génération. Et il me semble vraiment pas intelligent de notre part de défendre cette image-là, parce que certes elle était encore française, au sens qu'on lui attribue en tant qu'homogénéité du peuple, tout ce que tu veux, mais elle était déjà en décadence morale claire. Et j'ai absolument pas envie personnellement de défendre un type qui représente la jouissance sans entrave, qui représente une déperdition totale de toutes les valeurs traditionnelles, dans justement le corps n'est qu'un corps, il n'y a absolument rien de sacré à lui attribuer, tout n'est que matière, et au contraire, si on regarde ceux qui s'attachent à sa défense, c'est quoi? C'est Elisabeth Lévy dans Les Grandes Gueules à 8h du mat, en tenant les propos que peut tenir le Gérard typique et pas Gérard Depardieu au PMU de la même manière, en disant juste, en faisant des procès d'intention permanents et en considérant que c'est à la justice de trancher en permanence. Mais non, justement, un fait politique, lorsqu'on peut juger moralement d'un fait et donc lui attribuer une sentence morale, indépendamment de la sanction juridique. Enfin, je veux dire, ça m'empêche pas de voir un film si la personne était condamnée pour des raisons, je sais pas, de production, et de le trouver bon, mais je peux très bien trouver aussi un film absolument ignoble alors qu'il est produit de manière la plus légale possible, et donc de faire un acte moral en n'allant pas le voir ou en ne le recommandant pas. Cette opposition, en réalité, elle est factice. Et d'ailleurs, c'est juste un argument facile qu'on donne dans l'immédiateté parce que les plateaux télé le permettent, avec une certaine forme de gravité et d'autorité qui correspond en réalité au profil des défenseurs, qui sont tous effectivement des vieux et des vieilles de 60 ans, dont on en a plein le cul de les voir à la télé rabâcher les mêmes choses, et franchement, que cette génération crève, on s'en portera pas plus mal. Pour nuancer un tout petit peu, oui, pardon. Non, je ne suis pas fondamentalement désaccord avec toi, mais après, moi, c'est toujours la réaction massive
et moralisatrice qui me gêne un peu. D'autant plus que c'est, enfin en gros c'est la nouvelle gauche qui fait le procès de l'ancienne gauche, c'est ça. Mais ce qui après tout est la logique de l'histoire. Hein. On est en train de sortir d'une période et on n'en sort pas par la politique mais par l'histoire en fait, enfin par l'avancée de l'histoire et parce qu'une génération va mourir. Alors maintenant qu'on a évoqué donc, le bilan de l'année 2023, et avant de passer peut-être aux grandes perspectives de 2024, arrêtons-nous quand même un moment sur l'actualité immédiate, qui est celle du remaniement en cours, qui sera peut-être terminé à l'heure où sort cette vidéo, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant de la nomination de Gabriel Attal ? Gabriel Attal, en soi, c'est d'ailleurs une très bonne transition avec l'année 2023, puisqu'il marque Non, mais je veux dire avec la conclusion pour la Macronie de l'année 2023, parce que Attal incarne justement ce raidissement de la Macronie sur les questions de laïcité, sur les questions d'immigration, ou en tout cas le fait de vouloir se montrer un petit peu plus sévère, puisque ça a été ses premières mesures lorsqu'il a été ministre de l'Éducation. Et en même temps, le faux semblant pour assurer l'aile gauche de la Macronie. Il vient de la gauche, il est socialiste, il est jeune, enfin tout ce qui faisait l'ADN du macronisme de base, il pouvait séduire une partie de la Macronie de gauche. Oui, c'est l'anti-Darmanin chez Macron. D'autant plus que si c'est illustré par l'abaya et l'uniforme, c'est typiquement, on en avait déjà parlé, l'exemple de la mesure qui tombe à côté et qui résout absolument pas le problème. Mais qui est un effet d'annonce. Alors, dans la séquence en elle-même, moi j'ai trouvé qu'elle était très éclairante sur le fonctionnement et la pipolisation des hommes politiques. Déjà parce que, évidemment, c'est pour, on va dire, ces caractéristiques individuelles aussi qu'Attal est nommé, puisque de fait, il n'y a pas de changement de ligne idéologique réellement. Hein. Enfin, personne ne croit à ça. Donc c'est vraiment parce que, et d'ailleurs ça fait les choux gras de toute la presse. Borne représentait la technocratie qui avait en charge le dossier des retraites, et le dossier étant passé, on en a fini avec elle, et donc on a besoin de Attal qui représente... quelque chose de beaucoup plus... libéralisme libertaire, comment on appelle ça ? Ah, ou l'aile gauche de la Macronie. Oui, mais encore une fois, je suis pas sûr qu'en termes de mesures, ça se retrouve. Enfin, personnellement, non, c'est en termes de symbole. D'ailleurs, il est peut-être le seul à sortir gagnant de cette séquence, puisque au final, on critique Macron pour le cynisme de son choix éventuellement, pour le fait qu'il prépare ou qu'il court-circuite sa propre succession. D'ailleurs, toutes les thèses sont envisagées là-dessus, mais dans tous les cas, c'est les intentions d'Emmanuel Macron qu'on critique. On critique l'attitude des autres ministres aigris, mais au final, on ne critique jamais Gabriel Attal directement. Il lui reste à faire ses preuves. Bien sûr. Oui, concernant l'impact sur le futur de Gabriel Attal, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que tous les précédents existent. Les premiers ministres... heureux et malheureux. Oui. Enfin, c'est évidemment quelque chose d'anecdotique et absolument tout le monde en a fait un non-événement, si ce n'est... mais quand même un non-événement qui prend beaucoup de place dans l'actualité. Oui, mais ça montre quand même... Parce que le symbole, c'est pas anodin en politique. L'image, c'est important, on a dit. Donc, c'est la fin de la technocratie. Quels sont les nouveaux dossiers de Macron ? C'est la question, on va dire, sécuritaire, pour parler largement, mais en faisant le choix de prendre Attal et pas Darmanin, c'est aussi nous montrer que rien ne sera résolu. En même temps, est-ce qu'ils ne se sont pas fait peur quand même avec le vote justement lors de la loi immigration contre ou l'abstention d'un quart des députés de la République En Marche? Oui, c'est aussi un symbole envoyé à l'aile gauche, historique. Oui. Est-ce qu'il y avait le choix en fait? Est-ce que Darmanin
Premier ministre n'aurait pas instauré une instabilité structurelle au sein du camp présidentiel, d'autant plus que plus le temps passe, moins ils vont se sentir bridés par les exigences présidentielles, puisque le président aura moins de prise sur eux, puisqu'il n'aura plus d'avenir politique. Ouais. D'ailleurs, ce sera de plus en plus sûrement une stratégie de se différencier du reste de la Macronie pour éventuellement se propulser pour l'échéance présidentielle à venir. Enfin, à venir, c'est quand même dans 3 ans, hein. N'exagérons rien. Enfin, on n'est pas Madame Irma dans tous les cas, et on verra ce qu'il en est. On a encore le temps de voir peut-être 2 ou 3 autres premiers ministres. Ça voudra dire qu'Attal a merdé très rapidement. Moi, je ne le vois pas finir le mandat. Hein. Non. Mais bon, il est peut-être étonnant. En même temps, ça a toujours été le type qu'on envoyait faire le sale boulot aussi, Attal. Hein. Enfin, que ce soit le porte-parole là, puis Bercy. Il est passé par Bercy, il me semble. C'est possible, oui. Et enfin, le ministère de l'Éducation, à chaque fois, c'était à des moments où c'était pas joyeux. C'est aussi... Ceci dit, on nous le vend, pour revenir aussi au traitement médiatique, là, on nous le vend aussi comme le nouvel homme du champ politique et du jeu, ce qui n'était pas le cas d'Elisabeth Borne, ni même de Castex. Là, on est en train un petit peu de nous refaire le coup de Macron en 2017. Hein. Si on voit les titres de la presse, c'est le jeune travailleur prodige. Ouais. Ils ont à peu près le même parcours. Si ce n'est que la sexualité de Gabriel Attal est plus claire que celle d'Emmanuel Macron. Peut-être que la Macronie lui réserve un véritable avenir politique. On va voir l'année prochaine, j'espère, à Pâques. Oh, l'année prochaine, est-ce qu'on sait? À notre âge, il y a des tas de choses qu'on fait en se disant que c'était la dernière fois. On ne peut pas survivre éternellement. Et d'ailleurs, l'an prochain, serais-je capable de passer l'examen médical? Vous, à 100 ans, vous piloterez encore. Ce seront peut-être les Mathusalem du ciel. Pourquoi pas?